Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'indicatrice de l'air. Donc voilà, on poursuit notre série de vidéos sur Z sur NZ. Voilà, on a parlé des éléments inversibles, on a parlé du théorème des restes chinois et on continue donc notre petite exploration pour arriver bientôt, je l'espère, à la crypto. Donc on va maintenant parler de l'indicatrice de l'air. Alors tout d'abord, je vais vous montrer la petite table des matières pour savoir ce que vous allez trouver dans cette vidéo. Donc on va définir l'indicatrice de l'air, on va donner ses propriétés. Ensuite, on va voir la propriété de multiplicativité. On va voir comment on peut calculer cette indicatrice de l'air. On va l'appliquer au nombre des générateurs d'un groupe cyclique. On verra que c'est l'indicatrice de l'air de quelque chose. On va donner le théorème de l'air. Voilà, je ne sais pas si vous ne le connaissez pas, vous allez avoir un nouveau théorème, fantastique. Parler du théorème RSA. Donc là, inutile de dire que ça prend de l'avance sur l'explication du système de codage RSA. Je ne parlerai pas de ça ici, hein. Ce sera la prochaine vidéo ou une vidéo suivante, je n'ai pas encore décidé, mais bref. Et ensuite, on verra une superbe formule qui fait intervenir l'indicatrice de l'air. Voilà, voilà. Donc celle-là, elle est un petit peu plus compliquée, c'est toujours pareil, hein. C'est à la fin, c'est un peu plus velu, mais bon. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on appelle l'indicatrice de l'air et on note phi, l'application qui va de n étoiles dans n et qui est définie donc pour tout entier non nul. Phi de n, eh bien, c'est le nombre d'éléments qu'il y a entre 1 et n qui sont premiers avec n. Voilà. Donc allons-y, phi de 1 par exemple, vous voyez, c'est tous les cas entre 1 et 1 qui sont premiers avec 1. Ben, voilà, il y a 1. 1 est premier avec 1, son PJCD avec lui-même c'est 1. Okay. Donc vous voyez, phi de 1 c'est 1. Phi de 2, bah, c'est les nombres entre 1 et 2 qui sont premiers avec 2. Bah, du coup, il y a 1, parce que 2 n'est pas premier avec 2. Enfin, voilà. Hein, son PJCD c'est 2, donc voilà, il n'y en a qu'un aussi. Ainsi de suite. Phi de 3, alors bah, du coup, parmi 1, 2, 3, lesquels sont premiers avec 3, bah, il y a 1 et 2. Donc ça fait 2. Phi de 4, bon, je donne d'autres exemples. Hein, voilà. Phi de 4, les nombres qui sont premiers avec 4, bah, du coup, il y a 1 et il y a 3. Donc il y en a 2 aussi, et ainsi de suite. Ok, voilà une première définition, puis en voilà une deuxième. On appelle indicatrice de l'air et on note phi l'application de n étoile dans n, bon jusque là c'est pareil, défini par phi de 1 égale 1, ok jusque là ça va. Et pour tout n supérieur ou égal à 2, phi de n est égal au nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble des éléments inversibles de z sur nz. Et voilà, donc une autre définition. Et du coup, on va me dire, mais quelle définition on prend là? Hein, on prend celle-là ou on prend celle-là? Parce que ça, c'est un anneau, Z sur NZ. Donc, ces éléments inversibles pour la multiplication, il y en a, voilà, on a déjà parlé des éléments inversibles de Z sur NZ. Et bien, le nombre d'éléments qu'il y a, on appelle ça phi de n. Alors, normalement, si vous avez suivi ce qu'on a vu justement sur les inversibles, hein, la première chose qu'on a démontré, enfin, une des premières choses qu'on a démontrées sur les inversibles dans Z sur NZ, c'était justement les classes d'équivalence des éléments qui étaient premiers avec n. Donc si je prends les classes donc, entre 1 et n, okay, parce que 0 n'est pas inversible, donc on peut regarder entre 1 et n-1 même, puisque n c'est 0 dans z sur nz, eh bien ceux qui sont premiers avec n, c'est justement ceux qui sont inversibles. Donc c'est la même chose de dire le nombre d'éléments inversibles ou le nombre de cas entre 1 et n qui sont premiers avec n. Ok? C'est la même chose en fait. Donc ces deux définitions sont équivalentes, on peut prendre celle qu'on veut, hein, voilà. Suivant le contexte, c'est exactement pareil. Donc ça, c'est un peu plus balèze de définir ça comme ça, hein, ça fait un peu plus, oula, oui, je prends le cardinal des inversibles de l'anneau Z sur NZ. Voilà, ok, mais en vrai, ça veut dire juste le nombre d'éléments qu'il y a plus petit que n, premier avec n. Bon alors, donc déjà tous des petits exemples, je vais donner phi de 2, phi de 3, phi de 4, bah, phi de 5 pour regarder, phi de 6, on a déjà vu les inversibles de tout ça, donc là ça veut dire que prendre des vidéos avant le théorème des restes chinois, donc je sais que c'est des vidéos qui ont été publiées il y a déjà un certain temps, donc vous pouvez revenir en arrière si vous voulez, hein, dans la playlist, et on a déjà fait tout ça, et on a trouvé ces valeurs-là. D'accord, phi de 10 par exemple, hein, c'est donc quels sont les éléments entre de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 qui ont premier avec 10. Bon déjà il faut qu'ils soient impairs, d'accord, donc il y a 1, il y a 3, il n'y a pas 5 parce que 5 n'est pas premier avec 10. Il y a 7 et il y a 9, voilà, ça en fait 4. Les voilà, ok. Donc en fait pour les petits nombres, c'est pas très dur de juste compter et regarder combien il y en a. Hein. Première remarque qu'on va faire, c'est tiens, si je prends un nombre premier, P. Alors un nombre premier, ben, ce qu'il a comme particularité, c'est qu'il est premier avec tous les nombres qui sont plus petits que lui. D'accord? Donc, en l'occurrence, entre 1 et P, ben, il est premier avec 1, avec 2, avec 3, avec 4, avec 5, jusqu'à P-1. Okay, et donc, ben, finalement, combien il y en a d'éléments en premier? Ben, il y en a P-1. D'accord? Donc phi de P est égal à P-1.
première règle, voilà, pour un nombre premier, l'indicatrice de l'air, c'est facile à calculer. Hein, comme on a déjà vu, un Z sur PZ est un corps quand P est premier en fait. Donc tout le monde est inversible sauf 0. Donc il y a P-1, il est moins inversible. Ok, avec les deux définitions, c'est facile. Très bien. Alors maintenant, si on prend par exemple dans Z sur 30Z, on va dire bon c'est un peu long, on l'a déjà fait le calcul, justement, on a déjà écrit hein, que les inversibles de Z sur 30Z à la main, on l'a vérifié, il n'y avait que cela. Et donc ça veut dire que phi de 30, c'est 8. Ok. Donc première remarque, déjà, c'est pas parce qu'un nombre est plus grand qu'un autre que son phi est plus grand. Vous voyez, par exemple, phi de 9 était plus grand que phi de 10. Hein, phi de 7 était plus grand que phi de 8, vous voyez, donc même phi de 7 est plus grand que phi de 10. Ce n'est pas une fonction qui est croissante. On aurait tendance à se dire, plus n est grand, plus il y a d'inversible dans z sur nz croix. Alors c'est pas complètement faux, évidemment. On va voir phi de 2000, c'est un grand nombre, etc. Mais, donc globalement, ça va plutôt en montant. Mais voilà, il faut quand même se méfier. Ok. Pour les nombres premiers, typiquement, plus p est grand, plus p-1 est grand. Mais c'est pas strictement croissant quand même, hein, la fonction phi. Ok. Bon alors, on va voir des premières propriétés. Bon déjà, vous devez savoir que deux nombres qui se suivent sont toujours premiers entre eux. Hein? Pourquoi? Parce qu'il faut bien voir que si deux nombres ont un PGCD différent de 1 en commun, genre c'est tous les deux des multiples de 3, et bien alors l'écart entre les deux, c'est forcément un multiple de 3. Vous voyez, hein, c'est que si je marche sur mes nombres entiers, j'aime bien faire ça en cours, et hop, et ben si je prends un multiple de 3, boum, après c'est un multiple de 3 plus 1, multiple de 3 plus 2, et boum, un autre multiple de 3. Il est 3 crans après. D'accord? Si je prends les multiples de 5, sur la droite réelle, ils sont de 5 en 5. Donc deux nombres qui sont tous les deux dans la même table, tous les deux multiples d'un même nombre, okay, soit ils sont exactement au même endroit, soit ils sont à ce nombre d'écarts ou à un multiple de ce nombre d'écarts. Et donc s'ils ont un d'écart entre les deux, le seul multiple commun qu'il peut y avoir entre les deux, c'est 1. D'accord? Donc, parce que des fois, c'est un piège classique. Hein. Trouvez-moi le PJCD de 2020 à 2021. Il y a des gens qui commencent à factoriser 2020. Alors attends, on va regarder, ça se divise par 2, ça se divise 1010, ça se divise par 2. Non mais, non. 2020 et 2021, ils sont premiers entre eux. Okay, parce que c'était tous les deux multiples d'un nombre, de 3, il y aurait au moins 3 d'écart. Il y a un d'écart, donc ils sont premiers entre eux. Donc ça, c'est déjà une astuce, il faut bien voir. Sinon, alors les malins vont dire, oui, avec le théorème de Bézout, c'est facile, parce que n-1, ça fait 1. Et donc si je peux faire une combinaison, vous savez, de n et de n-1 qui fait 1, c'est qu'ils sont premiers entre eux. Mais il n'y a pas besoin de théorème de Bézout pour dire ça, quand même. Il faut juste visualiser ce que j'ai raconté tout à l'heure. Bref, donc ça, c'est intéressant déjà en soi, il faut savoir ça. Donc n-1 est toujours premier avec n. Là, ça, c'est cool. Donc en fait, et puis comme 1 il est premier avec n aussi, parce que 1 il est premier avec tout le monde, hein, ça c'est le PGCD de 1 et d'un nombre c'est 1. Oui, alors je ne l'ai pas dit depuis le début, deux nombres sont premiers entre eux, c'est leur PGCD est égal à 1. Le plus grand diviseur commun est égal à 1. Peut-être que c'est, voilà, peut-être fallait que je le rappelle. Bon, enfin bref, donc il y en a au moins deux, dès que n est plus grand que 3, parce que si n égale 2, n-1 et 1 c'est le même. Donc il n'y en a qu'un du coup. Mais à partir de n égale 3, n-1 et 1 c'est pas les mêmes, donc il y en a au moins deux qui sont premiers. Donc phi de n est toujours plus grand que 2. Ok, bon, c'est pas une propriété de fou, mais ça c'est sympa à savoir en fait, à comprendre. C'est pour ça que je l'ai mis en fait. Alors, d'autre part, si k est premier avec n, je prétends que n-k est aussi premier avec n, dis donc. Alors pourquoi? Parce que si jamais il y avait un élément d, un entier non nul, qui divise n-k et n, alors il diviserait la différence des deux. Hein, si n est un multiple de d et n-k est un multiple de d, la différence des deux est un multiple de d. Or, la différence des deux, c'est égal à k. Donc k sera aussi un multiple de d. D'accord? Mais ça, c'est pas possible, parce que k est premier avec n, donc un nombre qui divise à la fois n et k, il n'y a que 1. D'accord? Donc voilà, donc c'était pas un truc très compliqué, mais ça veut dire que si k est inversible, moins k est inversible aussi dans z sur nz. C'est juste évident. Hein, si k, il existe un u tel que k fois u égale 1 dans z sur nz, moins k fois moins u, ça fera aussi 1 dans z sur nz. Donc tout ça, c'est pour dire que les inversibles, voilà, c'est... Ce que je veux dire, c'est que ça marche par deux. Alors, je n'ai pas complètement démontré ça, parce qu'il faut que je démontre aussi que si k est premier avec n, k est différent de n-k. Donc vraiment, ça, on fait deux à chaque fois, parce que ça ne peut pas être le même. Alors ça, c'est juste évident, parce que si k est égal à n-k, je passe le k de l'autre côté, ça veut dire que n est égal à 2k. Et si n est égal à 2k, le PGCD de n et de k, c'est k, parce que n est un multiple de k. Donc, la seule façon que ce soit 1, c'est que k soit égal à 1. D'accord? Et si k égale 1, ça veut dire que n égale 2. D'accord? Et donc, pour n plus grand que 3, à chaque fois que j'ai un nombre inversible, k, moins k est aussi inversible, et c'est pas le même. Donc, j'en déduis que pour tout n supérieur à 3, phi de n est pair. Ok? Jusque-là, c'est pas très dur. Mais bon, c'est toujours sympa. Si jamais vous faites un calcul 3 nombres impairs, c'est que vous êtes gouré.
Alors, maintenant, continuons. On va essayer de comprendre ce qui se passe. On a vu pour les nombres premiers, phi de n c'est p-1. Qu'est-ce qui se passe pour les puissances d'un nombre premier? Donc, par exemple, regardons un peu en détail dans z sur 25z. Alors, quels sont les éléments inversibles là-dedans? 1, 2, 3, 4. Alors, ouais, il n'y a pas 5, forcément. 5 et 25 ne sont pas premiers entre eux. Mais en fait, 25, c'est seul facteur premier, c'est 5 au carré. Donc, en fait, il est premier avec 6, 2 fois 3, avec 7, avec 8, avec 9, mais pas avec 10, et ainsi de suite. En fait, les inversibles dans z sur 25z, c'est tout le monde, sauf les multiples de 5. D'accord? Parce que ceux qui ne sont pas multiples de 5, dans leur facteur premier, il n'y a pas 5 dans leur décomposition, et donc, ils n'ont aucun facteur en commun avec 25 qui est 5 fois 5. Donc c'est ça que je voulais que vous compreniez bien, c'est que les éléments qui ne sont pas inversibles dans z sur 25z, c'est les multiples de 5. Et que de manière plus générale, si je prends n égale p puissance r, où p est un nombre premier, donc 3 puissance 8, ou 7 puissance 11, ou 101 puissance 14, enfin bref, à ce moment-là, quels sont les éléments qui ne sont pas premiers avec n? Eh bien, k n'est pas premier avec n, c'est seulement si k, il est un multiple de p. D'accord? Alors peut-être de p au carré, de p au cube, etc., mais en tout cas, ça reste un multiple de p. Ok? Parce que, en fait, les diviseurs de n, c'est des puissances de p. Donc si quelqu'un a un PGCD avec n qui n'est pas 1, ce PGCD est une puissance de p. D'accord? Donc p est un facteur en commun des deux. Et donc si p est un facteur de k, k est un multiple de p. Ok? Et donc du coup, pour compter ceux qui ne sont pas inversibles, il suffit de compter les multiples de p. Et ça, c'est pas très dur, parce que qu'est-ce qu'il y a comme multiple de p là-dedans? Il y a 0, il y a p, 0 fois p, ok? 1 fois p, 2 fois p, 3 fois p, 4 fois p, 5 fois p. Alors, il n'y a pas p puissance r-1 fois p, parce que ça ferait p puissance r, ça ferait n, d'accord? Et je me suis arrêté à n-1. Et donc, combien il y en a de multiples de p? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hop, jusqu'à p puissance r-1. Donc là, du coup, il y a un petit décalage, parce que le premier, en fait, j'aurais dû aller jusqu'à p puissance r, ça aurait été plus facile, et ça aurait été 0, puisque p puissance r fois p, ça fait 0. Donc en fait, comme ça, on aurait encore mieux vu. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, boum, il y en a p puissance r. Voilà, parce que là, c'est p puissance r moins 1 plus 1. Bon, dans tous les cas, il y en a p puissance r. P puissance r moins 1. Oh purée, p puissance r moins 1 plus 1. Et donc, il y en a p puissance r moins 1 des multiples de p. Logique, vous voyez, dans 25, il y en a combien de multiples de 5? Il y en a 5. D'accord? Dans 5 au cube, il y en a 25 des multiples de 5. Ok. Et donc voilà, donc du coup, les pas inversibles, il y en a p puissance r moins 1. Et du coup, les inversibles, c'est tout le reste. Donc c'est p puissance r moins p puissance r moins 1. On peut mettre p puissance r moins 1 en facteur si on veut. Et donc phi de p puissance r, c'est p puissance r moins 1 fois p moins 1. Voilà, une sympathique formule à connaître. C'est pas souvent que je vous dis ça, mais ça, celle-là, il faut bien la comprendre en fait pour s'en rappeler. Le plus simple, c'est de se rappeler, d'accord? De se dire, ça doit être logique en fait. Voilà, c'est mieux, parce que si vous la prenez par cœur sans la comprendre, jamais vous la retenez. Donc du coup, on va faire un petit exemple. Alors phi de 49, vous réfléchissez un petit peu dans votre tête, vous me dites le résultat, vous mettez sur pause si vous avez besoin de réfléchir. Donc 49, c'est 7 au carré. Donc on prend la formule qui est là. 7 au carré moins 7 puissance 1. Bon, ok, 49 moins 7, 42. Alors allons-y, phi de 64, allez-y, faites-le. Allez, hop, mettez sur pause, réfléchissez un petit peu. Et donc la réponse est 32. Alors là, s'il y en a qui ont trouvé 56, on se dit, attends, je comprends pas, j'ai fait comme tout à l'heure, j'ai fait 8 au carré moins 8. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça fait 32? Parce que le piège, c'est qu'attention, 64 c'est bien 8 au carré, mais 8 n'est pas un nombre premier. La formule là ne marche que pour P, un nombre premier. Et donc 64, c'était la petite astuce, c'est 2 puissance 6. Et donc la formule, c'est 2 puissance 6 moins 2 puissance 5, 64 moins 32, ça fait 32. Ok, petit piège. Donc voilà, attention de ne pas vous faire avoir, on applique bien les formules, mais comme il faut. Ok, alors ensuite, je vais faire une petite parenthèse là pour vous parler un petit peu en général du produit cartésien de deux anneaux. Donc si on prend deux anneaux A et B, commutatifs, on ne va pas s'embêter, unitaires, tout ça, tout le tralala, mais bon, des anneaux normaux, un élément A et B est un inversible de A croix B, si et seulement si, en fait, il existe un inverse, c'est-à-dire qu'il existe un couple A'B', tel que AB fois le couple A'B' est égal à l'élément neutre du produit cartésien de AB, c'est-à-dire 1 de A, 1 de B. D'accord? Donc ça, c'est la définition, puisque, je vous rappelle,
le produit cartésien de deux anneaux, bah, l'addition et la multiplication se font terme à terme. Ok? Donc, voilà, définition normale. Ok, parce qu'il y a des fois, vous savez, C, on peut le voir comme R croix R avec une opération très très bizarre, mais le produit cartésien de deux anneaux, on fait les opérations terme à terme terminées. Donc autrement dit, bah, dire que le couple AB est inversible, ça veut dire que le couple que A est inversible et que B est inversible. Hein, en fait, c'est ça. Quels sont les éléments qui sont inversibles dans A croix B? Bah, c'est les couples d'un élément inversible et d'un autre élément inversible. Ok? Donc, voilà. A, B est inversible dans A croix B, c'est seulement si A est inversible de A et B est inversible de B. Et donc tout ça, ça se résume en se disant, bah, regardez, les inversibles du produit cartésien de deux anneaux A croix B, bah, c'est simplement le produit cartésien des inversibles de A par les inversibles de B. Ok? Et là, oui, effectivement, on se demande, mais quel rapport avec ce que tu nous racontais avant? Eh bien, c'est juste pour faire le lien entre l'indicatrice de l'air et le théorème des restes chinois. Puisque, rappelez-vous, on a vu dans les vidéos précédentes, enfin dans la partie théorique, qu'on avait un isomorphisme d'anneaux entre Z sur NMZ et Z sur NZ croix Z sur MZ, à condition, bien sûr, très important, que N et M soient premiers entre eux. D'accord? Donc, du coup, si N et M sont premiers entre eux, eh ben bim, les inversibles de ça, c'est le produit cartésien des inversibles de ça et les inversibles de ça. Et donc, phi de Mn, qui est le nombre d'éléments dans les inversibles de Z sur NMZ par définition, eh ben, c'est le nombre d'éléments dans cet ensemble-là. Mais on vient de voir cet ensemble-là, eh bien finalement, c'est le produit cartésien de celui-là et de celui-là. Et le nombre d'éléments dans un produit cartésien, vous savez bien, c'est le produit du nombre d'éléments dans le premier multiplié par le nombre d'éléments dans le deuxième. Puisque c'est un produit cartésien, on peut visualiser ça comme un tableau, d'accord? Hein, on fait les couples avec des éléments de A, des éléments de B. Ben, le nombre qu'il y a, c'est le produit du nombre d'éléments là-dedans par le nombre d'éléments là-dedans. Ça, c'est phi de n. Ça, c'est phi de m. Et donc, on trouve que phi de n fois m, c'est phi de n fois phi de m. Ok? Donc faisons un petit exemple illustratif, phi de 120. Alors 120, comment je peux le décomposer? Je peux voir que c'est 3 fois 5 fois 8, hein, parce que 5 fois 8, 40, 40 fois 3, 120. Et donc je peux utiliser cette petite formule. Donc phi de 3 fois phi de 5 fois phi de 8. Alors phi de 3, c'est 2, on l'a vu, phi de 5, c'est 4, parce que 5 est un nombre premier, et phi de 8, c'est une puissance de 2, c'est 2 puissance 3, donc c'est 2 puissance 3 moins 2 puissance 2, 8 moins 4, c'est 4 aussi. Donc ça fait 2 fois 4 fois 4, ça fait 32. Tiens, phi de 120, c'est pareil que phi de 64, vous voyez, comme quoi, hein, c'est étonnant. Ok, ça fait 32. Et donc, attention piège, encore une fois, on aurait pu se dire, oui, 120, bah, 120, c'est 12 fois 10. Phi de 10, c'est 4. Et phi de 12, c'est, alors là, on peut dire que phi de 12, c'est phi de 3 par phi de 4. D'accord? Ou dire que 10, c'est phi de 2 par phi de 5, si on ne se rappelle plus que c'est 4. Hein. Donc on trouve la même chose. Hein. Phi de 2, c'est 1, phi de 5, c'est 4. Ok? Et puis ensuite, donc phi de 12, c'est phi de 3 par phi de 4, phi de 3, c'est 2, phi de 4, c'est 2. Et donc finalement, on trouve 1 fois 4 fois 2 fois 2, on trouve 16. Ah, bah, on trouve plus 32. Ben ça alors? Pourquoi? Parce que, attention, encore piège, si on dit que 120 c'est 10 fois 12, ben c'est bien sympa, mais on ne peut pas appliquer cette formule-là parce que 10 et 12 ne sont pas premiers entre eux. Ils sont tous les deux pairs. Donc je vous rappelle la formule hein, pour P puissance R, c'est pour P premier. Et là, phi de nm égale phi de n fois phi de m, c'est pour n et m premiers entre eux. Ok? Attention. Très bien. Donc ça, c'est une propriété de multiplicativité. En fait, ça veut dire ça. Vous avez plein de fonctions arithmétiques. Alors, je vous aurais en donné plein. Hein, le nombre de diviseurs, par exemple, la somme des diviseurs d'un nombre, etc., qui sont multiplicatives. Et bien, ça veut dire à chaque fois, effectivement, c'est des fonctions qui vont des entiers dans les entiers. Et multiplicatif, ça veut dire qu'on a la fonction du produit, qu'il y a le produit de la fonction, uniquement quand les nombres sont premiers entre eux. Ok? Bon, j'insiste pas, mais voilà, une fonction arithmétique multiplicative, c'est cette propriété-là. Alors, du coup, ben, alors, maintenant on peut calculer phi pour n'importe quel nombre. Hein. Voilà, parce que si n on le décompose en produit de facteurs premiers, c'est P1 puissance R1, P2 puissance R2, ainsi de suite, jusqu'à Pk puissance Rk, où donc tous les pays sont des nombres premiers. Hein. Alors phi de n, ben, c'est phi de P1 puissance R1, on a vu que c'était P1 puissance R-1 fois P1 moins 1, fois phi de P2 puissance R2, donc c'est P2 puissance R2 moins 1 fois P2 moins 1, ainsi de suite, et donc on trouve une formule pour phi de n. Alors j'aurais pu vous l'encadrer en disant « Ah, super calcul de phi de n », ben, sauf qu'en pratique on ne fait jamais comme ça. Donc je préfère que vous vous rappeliez des deux étapes, parce qu'en vrai c'est toujours ces deux règles-là qu'on utilise. Vous devez vous souvenir que donc pour P un nombre premier, on fait P puissance R moins P puissance R moins 1, factorisé si vous voulez, mais comme ça on se rappelle plus comment c'est sorti la formule, à mon avis.
Et si m et n sont premiers entre eux, on a la formule de multiplicativité, et c'est ça qu'on utilise et qu'on itère, et on trouve n'importe quelle valeur de phi. Allez, exemple, vous mettez sur pause, vous calculez phi de 2020, pour voir si vous n'êtes pas gouré. Allez, faites-le. Allez, je corrige. Donc, 2020, si on divise, c'est 20 fois 101, donc c'est 4 fois 5 fois 101. Alors, il faut savoir que 101 est un nombre premier, ok. Ça, c'est vrai, ça, si vous ne le savez pas, ben, je vous le dis, 101 est un nombre premier, donc c'est pas la peine d'essayer de décomposer plus. Phi de 4, c'est 2, phi de 5, c'est 4, phi de 101, bah, du coup, c'est 100, puisque c'est un nombre premier. On trouve que 2 fois 4 fois 100, c'est 800. Ok? Jusque-là, tout va bien. Phi de 221. Alors, allons-y. Ah ah! Alors, 221, nombre premier, pas nombre premier? Il faut réfléchir un peu. C'est le premier qui prête un peu à confusion, c'est pour ça que je l'ai mis. Donc, c'est pas un nombre premier, c'est un piège. Si vous êtes malin, vous pouvez le repérer en disant tiens, mais c'est 225 moins 4, donc c'est 15 au carré moins 2 au carré, donc c'est 15 moins 2 fois 15 plus 2. Donc c'est 13 fois 17, 221. C'est une vacherie. Donc c'est phi de 13 fois phi de 17, donc ça fait 12 fois 16, puisque phi de 13 c'est 12, c'est un nombre premier. Hein. Phi de 17 c'est 16, puisque c'est un nombre premier. Et donc 12 fois 16, ça fait 192. Ok, donc voilà. Bah donc on sait calculer l'indicatrice de l'air pour n'importe quel entier. Ah oui, alors allez-y, faites-moi le pour 26 461. Et là, vous voyez qu'il y a un problème quand même. Parce que, ok, on sait calculer avec ces règles-là, mais il faut encore savoir factoriser 26 461. À me dire, ah oui, non, mais là, de tête, on ne sait pas faire. Oui, mais vous me dire, je prends ma calculatrice, mon ordinateur, je sais faire. Bah oui, mais si je vous donne maintenant un nombre à 300 chiffres, vous ne savez plus le faire même à l'ordinateur. Et c'est justement tout le principe de RSA. Donc je spoil un petit peu ce qu'on verra dans les vidéos suivantes, mais le fait que les gens n'arrivent pas à décrypter le message, c'est simplement qu'ils n'arrivent pas à calculer phi de n si n il a 300 ou 600 chiffres, d'accord? C'est plutôt 600 chiffres maintenant. On a un nombre à 600 chiffres, on ne sait pas, personne ne sait calculer phi de ce nombre-là. Parce que personne ne sait le factoriser en fait. Parce que si on arrive à le factoriser, bah après c'est pas dur, mais voilà quoi. Bref. Donc il y a quand même des limitations. Hein. On est limité par le fait que si on ne sait pas factoriser un nombre, on ne sait pas calculer son indicatrice de l'air. Ok. Alors, revenons-en à nos moutons. D'autres propriétés sympathiques de cette indicatrice de l'air, elle sert pour d'autres choses. Ça, c'est un résultat que j'ai déjà spoilé quand je parlais des groupes cycliques, mais je vais maintenant pouvoir le démontrer, l'énoncer, etc. Donc, si on prend un groupe fini de cardinal N, un entier non nul, on dit que G est un générateur de G, c'est seulement si G c'est le sous-groupe engendré par G, c'est-à-dire c'est le sous-groupe engendré par les puissances de G. Et donc, ça existe toujours, ce sous-groupe-là, c'est 1, G, G au carré, etc. Et puis il y a une certaine puissance de G qui vaut 1, forcément, puisque c'est un sous-groupe fini. Et donc, on appelle cette puissance l'ordre de G. Et si jamais il existe un élément G d'ordre N, c'est-à-dire que tous ces éléments-là sont tous différents les uns des autres, hein, et donc on parcourt tout le groupe G en faisant ça, alors on dit que le groupe G est un groupe cyclique et que petit g est un générateur de grand G. Ok, donc voilà, j'ai une vidéo sur les groupes cycliques, hein, si vous voulez en savoir plus. Si j'y pense, je mettrai un lien dans la description ou là-dessus, mais je ne suis pas très doué avec ça, mais je vais essayer de faire ça. Mais en tout cas, je préfère que vous finissiez celle-là d'abord. Donc, voilà, donc on a un groupe cyclique, ok, très bien. Donc il y a au moins un générateur. Et la question c'est, ok, est-ce qu'il y en a d'autres et combien il y en a? Et donc, théorème, si on prend un groupe cyclique qui a n éléments, le nombre de générateurs de G, c'est égal à phi de n. Et donc, vous comprenez pourquoi je vous en parle dans cette vidéo, bien sûr, parce que maintenant, phi de n est défini. Alors, on va essayer de prouver ça. Alors, c'est pas bien dur. Donc, on prend un générateur de G. Par définition, il existe un, puisque c'est un groupe cyclique, donc il doit en exister au moins un. Donc, on écrit G comme ça. ok. Et on va essayer de repérer quels sont les éléments là-dedans qui sont des générateurs de G. Alors, on va prendre un cas n'importe où, là, entre 1 et n-1, d'accord? Parce que alors, 1 n'est pas un générateur. 1 fois 1 fois 1 fois 1, bah, ça fait toujours 1. Donc déjà, 1 n'est pas un générateur. Donc on va regarder parmi les puissances 1, 2, 3 jusqu'à n-1, quels sont les g puissance k qui sont des générateurs. Ok? Alors, donc, on y va, on procède par équivalence, ça évite de faire des allers-retours. Dire que g puissance k est un générateur de g, bah, c'est équivalent à dire que le sous-groupe engendré par g puissance k est égal au sous-groupe engendré par g. Puisque là, c'est normal, parce que le sous-groupe engendré par G, c'est G complet. Donc le sous-groupe engendré par cette puissance de G doit être égal à G complet. Et ça, si on y réfléchit bien, c'est équivalent au fait de se dire qu'il existe une certaine puissance de lui qui vaut petit g. Pourquoi? Parce que
il est évident, enfin évident entre guillemets, que ce sous-groupe-là, engendré par G, contient toutes les puissances de G, est forcément inclus dans celui-là. Parce que lui, il contient aussi des puissances de G, il contient les puissances de la forme G puissance Ka. Donc c'est les puissances de G. Peut-être on ne les a pas toutes. Donc lui est inclus dans lui. D'accord? Et à quelles conditions lui est inclus dans lui? S'il existe une certaine puissance de lui qui fait petit g. Parce que du coup, en remettant une certaine puissance, j'obtiendrai toutes les puissances de g. D'accord? Donc si j'arrive à trouver un A tel que g puissance k à la puissance a, donc g puissance ka, soit égal à g, alors lui est bien inclus dans lui, et donc j'ai égalité des deux ensembles, c'est seulement s'il existe un petit a tel que ça. Ok? Donc voilà. Hein, si on réussit à faire G avec G puissance k, une certaine puissance de G puissance k, du coup on pourra faire toutes les puissances de G. Hein. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il existe un A tel que G puissance k est égal à G? Ça veut dire que finalement, si je divise par G, hein, je multiplie par l'inverse de G de chaque côté, j'obtiens qu'il existe un A tel que G puissance ka-1 doit être égal à 1. Jusque-là, bon, vous allez me dire, ok, c'est pas incroyable. Mais alors, donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que 1, c'est G puissance n. Okay, c'est G puissance 2n, c'est G puissance 3n, etc. etc. Les puissances de G, hein, vu que c'est un générateur, qui sont égales à 1, regardez bien, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que G2, G3, G4, ça ne fait pas 1. G puissance n moins 1, ça fait pas 1. Mais G puissance n, ça fait 1. Après, G puissance n plus 1, n plus 2, n+1, ça ne fait pas 1. C'est G puissance 2n qui fait 1. Et ainsi de suite. D'accord? Les seules puissances de G qui font le 1, vu que G est d'ordre n, ce sont les multiples de n. Donc si G puissance k-1 est égal à 1, ça c'est équivalent au fait que ka-1 est un multiple de n. C'est-à-dire qu'il existe un b, et donc il existe un a, il existe un a, et en plus il existe un b tel que ka-1 soit égal à b fois n. Ok? D'accord? Donc voilà, si ça vraiment vous ne comprenez pas, il faudra que vous ayez voir la vidéo sur l'ordre d'un élément dans un groupe et tout ça. Hein. Mais comme le plus petite valeur telle que g puissance quelque chose soit égal à 1, c'est n, et du coup les seules valeurs telles que g puissance ka-1 égale 1, ça veut dire que ka-1 est un multiple de n. Hein. Donc finalement tout ça c'est équivalent à ça. Hop, je passe le bn de l'autre côté, je passe le 1 de l'autre côté, c'est équivalent finalement, il existe a et b dans n tel que ka moins bn égale 1, et ça, regardez bien, dire qu'il existe des a et b tels que k fois a moins b fois n égale 1, c'est équivalent à dire que a et n sont k et n, je veux dire, sont premiers entre eux, d'après le théorème de Bézout. Donc pareil, il y a une vidéo qui explique ça. Si pour vous, ça, c'est pas du tout clair, il faudra que vous alliez la voir. Et donc finalement, regardez, G puissance k est un générateur, c'est seulement si k et n sont premiers entre eux. Donc le nombre de générateurs, c'est le nombre d'éléments k qui sont entre 1 et n-1, qui sont premiers avec n. C'est exactement phi de n. Et voilà, ouf, voilà la démonstration. Ok. Alors, théorème de L'Air maintenant, de 1761. Si on prend un entier n strictement positif et un entier a premier avec n, alors a puissance phi de n est congru à 1 modulo n. Alors vous allez dire, oh là là, qu'est-ce que ça sort? D'où ça sort cette histoire? Alors en fait, c'est une conséquence du théorème de Lagrange sur lequel on a déjà une vidéo aussi qui est sortie. Donc voilà, dire, ah, il fait plein de spoil et tout ça. Alors le théorème de Lagrange, il dit en fait que si on prend un sous-groupe d'un groupe fini, le nombre d'éléments de ce sous-groupe est un diviseur du cardinal du groupe entier. Autrement dit, quand je prends un élément, le sous-groupe qu'il engendre, le nombre d'éléments qu'il y a dedans, c'est-à-dire finalement c'est l'ordre de cet élément, est un diviseur du cardinal du groupe toujours. Okay, et donc le cardinal n du groupe est toujours, enfin si c'est un groupe d'ordre n, est toujours un multiple des ordres de tous les éléments. Donc pour n'importe quel élément dans un groupe de cardinal k, voilà, j'ai mis k plutôt, on a g puissance k égale 1. Ça c'est tout le temps vrai, et c'est une conséquence du théorème de Lagrange. Hein, puisque si G donc contient k éléments, je prends un petit g qui est dedans, l'ordre de G va être un diviseur de k. Donc G à la puissance k, ce sera un multiple de son ordre, donc ce sera 1. Okay, et donc là on applique ça au groupe Z sur NZ, en fait, hein, Z sur NZ croix plutôt. Les inversibles de Z sur NZ, on lui applique ce résultat-là. Et bien si je prends donc un élément dans les inversibles de Z sur NZ, à la puissance phi de n, ça fait 1, puisque le nombre d'éléments justement de Z sur NZ croix, c'est phi de n. Hein, c'est bien le groupe multiplicatif, hein, d'accord? Donc voilà, c'est juste une application du théorème de Lagrange. Hein, donc là, je ne vais pas le redémontrer non plus. Il y a une vidéo qui va bien pour vous si vous ne maîtrisez pas ce détail. Ok? Donc voilà, ça c'est un résultat qui est assez sympa, parce qu'en fait, il généralise le petit théorème de Fermat, que vous connaissez sans doute. Dans le cas où n était égal à p,
à ce moment-là, phi de p, vous savez, c'est p-1. Et donc, le petit théorème de Fermat, il dit que pour tout n dans n puissance p-1, alors premier avec n, hein, n puissance p-1, c'est n premier avec p, c'est-à-dire qui n'est pas un multiple de p. N puissance p-1, c'est congrue à 1 modulo p. Voilà. Donc, je me rends compte, l'énoncé, il est un petit peu faux, là, quand même. Hein. C'est pour tout n, en fait, on a n puissance p qui est congrue à n modulo p. Mais pour pouvoir diviser par n, il faut que n soit inversible, donc ce ne soit pas un multiple de p. Et si on peut, dans ces cas-là, on obtient n puissance p-1 égale 1 modulo p. Donc voilà. Et donc ça se généralise cette formule. D'accord? Si maintenant on prend un élément qui est premier avec n, donc modulo n, et bien a puissance phi de n, c'est 1. Voilà, donc ça généralise en fait le petit théorème de Fermat pour un entier quelconque, pas forcément pour un nombre premier, donc c'est sympa. Résultat qui peut être très sympathique en arithmétique. Alors, application, tiens, pour voir si vous avez bien compris, allez hop, calculez de tête les 3 derniers chiffres de 9 puissance 1000. Voilà, voilà, voilà. Donc à la machine 9 puissance 1000, c'est même pas la peine. Hein. Donc vous n'allez pas réussir. Et n'empêche qu'on peut trouver ça, nous. Bigre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire calculer les 3 derniers chiffres d'un nombre? Ça veut dire trouver combien il est égal modulo 1000. Et donc en fait, je vais calculer la classe de 9 puissance 1000 dans z sur 1000z. Allez, soyons fous. Calculons ça. On va dire, mais comment je peux calculer ça? C'est pareil, je ne vais pas calculer 9 au carré, 9 au cube. Et je ne suis pas rendu avant d'arriver à 9 puissance 1000. Ma grosse astuce, d'après le théorème de l'air, 9 puissance phi de 1000, ça fait 1. D'accord? Alors on va regarder phi de 1000, combien ça vaut? Donc phi de 1000, alors il faut décomposer 1000 en produit de facteur premier. Vous savez que c'est 10 fois 10 fois 10, donc c'est 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 5 fois 5. D'accord? Donc ça fait 8 fois 125. Là, c'est deux nombres qui sont bien premiers entre eux. Phi de 8, donc c'est 4, on l'a déjà vu. Phi de 125, 125 c'est 5 au cube, hein, donc c'est 125 moins 5 au carré moins 25, donc c'est 100. Et donc c'est 4 fois 100, ça fait 400. Ok? Donc n'importe quel nombre à la puissance 400, ça fait 1. Donc 9 puissance 400, ça fait 1. 9 puissance 800, ça fait 1. Vous allez me dire, d'accord, mais enfin du coup 9 puissance 1000, ça fait 9 puissance 200. Je ne suis pas tellement avancé. Mais la grosse astuce, 9 puissance 1000, c'est pareil que 3 puissance 2000, puisque 9 c'est 3 au carré. D'accord? Hein, même si c'est la classe de 3, la classe de 3 fois la classe de 3, c'est bien la classe de 9. Hein. Et donc, du coup, ça c'est cool, parce que 2000, cette fois, c'est un multiple de 400. Donc 3 puissance 2000, ça fait 3 puissance 400 à la puissance 5. 3 puissance 400, ça fait 1. Et donc ça fait 1 à la puissance 5, ça fait 1. Et donc voilà, 9 puissance 1000 dans z sur 1000z, ça fait 1. Autrement dit, les 3 derniers chiffres de 9 puissance 1000, en fait, ça se termine par 0,01. Incroyable! Donc vous voyez l'intérêt de ce théorème de l'air qu'on a démontré, c'est que du coup, ça permet de faire des trucs complètement incroyables que la machine ne sait pas faire. Voilà, c'est vraiment, je fais une petite parenthèse, c'est vraiment ça qui m'éclate moi dans Z sur NZ en fait. Hein. Pourquoi ces nombres sont fascinants? C'est parce qu'on arrive du coup à résoudre des problèmes. A priori, il n'y a pas de Z sur NZ. Quels sont les 3 derniers chiffres de 9 puissance 1000? On est dans Z, on est dans N, un problème d'arithmétique normale. On ne voit pas du tout comment on peut raisonner avec des nombres aussi gigantesques. Et puis bam, grâce à Z sur NZ et des petits résultats qui ne sont pas évidents, je vous le concède, qui demandent un petit peu de théorie, mais comme voilà qu'on vient de voir, phi de n et tout le tralala, mais on arrive à résoudre ça de tête, quoi. Moi c'est ça qui m'éclate, je dis franchement. Bon, allez. Donc maintenant, on va spoiler un petit peu ce qu'on aura besoin pour la suite. Donc là, évidemment, hors contexte, on dirait pourquoi il démontre un truc pareil? Parce que on a tout ce qu'il faut pour le démontrer, alors pourquoi ne pas le faire? Et puis comme ça, ce sera plus fluide quand je parlerai de RSA. J'aurais juste à dire, pour les gens qui ne sont pas trop techniques en maths, je vais dire, voilà, on a déjà vu dans les vidéos sur l'indicatrice de l'air qu'on pouvait démontrer ce truc-là, et je pourrais l'admettre. Et voilà, et pour ceux qui en veulent, vraiment, on va faire la preuve maintenant de ce truc-là. Donc c'est un théorème qui ressemble un petit peu au théorème des restes chinois. Si n est un nombre premier, ça ressemble très très fort. Mais enfin bon, on va essayer de comprendre déjà ce que ça veut dire. M, ce sera un message, vous voyez, et on va essayer de décrypter le message. Enfin bon. Pour le moment, on ne sait pas. Alors on va pas non plus, je ne vais pas trop spoiler du tout, vous verrez. Ce truc-là, on s'en servira plus tard. Donc on va supposer que n est un multiple de deux nombres premiers, p et q. Ok. Donc P et Q sont des nombres premiers qui sont grands, 309 chiffres chacun, bim, bon. Ok. Et donc si je prends M dans Z sur NZ, eh bien ce que je prétends c'est que pour tout entier K, M à la puissance 1 plus K phi de N est égal à M. Bon alors si K égale 0, c'est fastoche. M puissance 1, ça fait M. Bon. Mais ça doit être vrai pour tous les entiers K. Il va falloir démontrer que ça, c'est égal à ça. Alors allons-y pour la preuve. Donc M puissance 1 plus K fois phi de N, je mets m puissance 1 en facteur, ça fait m fois
m puissance k phi de n, et ça c'est m puissance phi de n fois k. D'après le théorème de l'air qu'on vient de voir, m puissance à la phi de n, dans z sur nz, c'est égal à 1. Donc ça fait m fois 1 puissance k, et donc ça fait m. Ok? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette preuve? Alors quand je dis ça à mes étudiants, souvent, les plus malins se méfient. Quand je fais une preuve qui a l'air simple et je dis « Est-ce que vous êtes d'accord ?» Souvent, ils sentent le piège arriver. Donc ça, c'est tout faux. Bigre. Alors là, est-ce que vous voyez pourquoi c'est tout faux? Enfin, c'est tout faux. C'est faux. En maths, c'est vrai ou c'est faux. C'est pas vrai, c'est faux. Mais en fait, l'astuce, c'est que juste, il y a un tout petit détail quand même, c'est que, rappelez-vous, le théorème de l'air qu'on a vu avant, c'était pour m premier avec n. Qui a dit m premier avec n, là? Donc effectivement, si on suppose en plus que le message m, enfin le nombre m du début, il est premier avec n, alors oui, m puissance phi de n, ça fait 1, et donc le résultat marche. Donc vous allez me dire, moralement, presque tous les nombres premiers sont premiers avec n, parce qu'en gros, ceux qui ne sont pas premiers avec n, c'est les multiples de p ou les multiples de q, il n'y en a quand même pas beaucoup. Hein. Donc il y en a en gros p plus q, c'est vraiment négligeable. Ben oui, mais sauf que pour eux, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'il faut lutter un petit peu plus. Hein. Et pour démontrer ce truc-là, si on veut vraiment être propre, eh ben, il faut mettre les mains dans le cambouis. Cette preuve élémentaire ne fonctionne pas. Et puis il n'y a pas moyen de la faire marcher. Non, voilà, ce théorème-là ne marche pas du tout. Ça, c'est pas du tout égal à 1. Je vous donne un exemple très simple pour voir que ça ne marche pas du tout. Prenez m égale 0. M égale 0, dit ah, c'est 0 fois 0 puissance phi de n. Et 0 puissance phi de n, ça fait 1 Ben non, 0 puissance phi de n, ça fait 0. Alors ça ne gêne pas pour le théorème. Hein. 0 puissance ça fait bien 0. Le théorème, il est vrai. Mais juste, l'étape intermédiaire, elle est complètement fausse là. Donc on ne peut pas faire comme ça. Ok? Donc voilà, voilà pourquoi je vais vous embêter avec une preuve un peu plus compliquée, parce que du coup, il va falloir que j'utilise encore ce fameux isomorphisme, ce théorème chinois, qui me dit que phi de n sur nz, en fait, c'est isomorphe au produit cartésien de z sur pz croix z sur qz. Et je vais faire le calcul de ce côté-là, et montrer que de ce côté-là, il marche, et du coup, il marche aussi de l'autre côté. Vous voyez, c'est un truc un peu plus compliqué. Alors en pratique, donc notons psi de m, donc je pars de m au début, hop, je le remplace dans cet ensemble-là, je l'appelle AB, donc c'est le couple qui correspond à m du début. Et donc pour calculer m à la puissance tout ça, ben, je vais calculer AB à la puissance tout ça. Et comme vous avez vu, hein, je fais une petite parenthèse, le produit cartésien de deux anneaux, ça veut dire A à la puissance ça, virgule B à la puissance ça. Ok? Donc je spoil un petit peu, j'ai montré que ça marche pour A et que ça marche pour B. Et donc le tout à la puissance ça, bah, ça fait m. Et donc, que ça fait que psi de m à la puissance tout ça, c'est psi de m, et donc comme psi est injectif, c'est un isomorphisme, on trouvera que m puissance tout ça égale m. Bon alors donc allons-y, il faut déjà montrer que ça marche pour A. Alors A facteur de 1 plus k phi de n, bah alors ça j'écris ça, je remplace phi de n par sa valeur, n étant égal à pq, p et q étant premier, phi de n, vous savez, c'est phi de p-1 fois q-1. Ok, alors j'ai pas dit P et Q premier et puis différent en fait, je n'avais pas dit, mais c'est sur le moment, je n'y avais pas pensé, ça me semblait tellement évident. Mais pour qu'ils soient premiers entre eux, il faut qu'ils soient différents. Ok, donc ça fait 1 plus K fois P-1 fois Q-1. On va dire, ok, super, et du coup ça fait quoi? Bah du coup ça fait A puissant, je mets en facteur le A, ensuite je vais mettre A puissance P-1 en facteur, donc le tout à la puissance K fois Q-1. Et là, bah, toujours pareil, si A est premier avec P, A puissance P-1, ça fait 1. Okay, mais dire que A est premier avec P, en fait, dans Z sur PZ, bah, c'est tout le monde qui est premier avec P sauf 0. Donc c'est juste si A est différent de 0, ça fait bien 1. Et donc A fois 1, à la puissance quelque chose, hein, ça fait bien A. Donc je me suis ramené voilà, pour M, ça ne marchait pas tout le temps. Là, ça ne marche toujours pas tout le temps, mais ça marche quel que soit A non nul dans Z sur PZ. Or, pour A égale 0, bah, c'est évident que ça marche. C'est-à-dire 0 puissance quelque chose, ça fait toujours 0. Donc en fait, là, ça marche pour tous les A dans Z sur PZ, cette égalité-là. Et par le même raisonnement qui est exactement le même, ça marche pour tous les B dans Z sur QZ. Et donc si j'appelle alpha cette puissance 1 plus k phi de n, ce que je viens de voir, c'est que psi de m puissance alpha, donc l'image de m puissance alpha, par définition, comme c'est un morphisme d'anneau, c'est psi de m à la puissance alpha. Donc c'est le couple AB à la puissance alpha. Par définition du produit dans un produit cartésien, c'est A puissance alpha, B puissance alpha. On vient de voir que ça, du coup, c'était AB, puisque pour A puissance alpha, c'est A, B puissance alpha, c'est B. Et donc, AB, c'est phi de m, psi de m. Et donc, psi de m puissance alpha est égal à psi de m. Psi, c'est un isomorphisme, donc c'est injectif. Et donc, m est égal à m puissance alpha. Et ça fait la preuve de ce théorème. Ok, donc c'est pas simple, c'est abstrait.
Et c'est pour ça qu'en général, les gens n'en parlent pas trop quand ils parlent de RSA. C'est aussi pour ça que je vais le mettre un petit peu de côté pour ne pas faire trop peur aux gens, parce que ça va être une vidéo plutôt simple, j'espère, pour essayer de vulgariser au plus grand nombre. Et que je l'ai mis là pour les vrais, vous voyez. Donc vous qui êtes des costauds, qui regardez ça, hop, je vous ai mis la preuve velue. Et voilà. Allez, donc voilà, conclusion, ok. Allez, pour se finir, une jolie formule, alors qui est un petit peu abstraite, je vais essayer de vous simplifier la preuve, vous essayez de bien la comprendre, parce qu'en fait, il y a cette preuve constructive, là, quelque part, je la trouve très jolie, et on va démontrer une formule qui est un petit peu velue, et qui, elle aussi, a des applications, dont je vous parlerai sans doute plus tard, en algèbre, elle permet de démontrer des trucs très sympathiques. Allez, je spoil, elle permet de démontrer que tout groupe, groupe des inversibles d'un corps fini et cyclique. Bon, voilà. En gros, ça permet de montrer que Z sur PZ croix, les inversibles de Z sur PZ, donc 1, 2, 3, P-1, est un groupe cyclique, ce qui est pas du tout évident, hein, d'accord? Mais bon, allez, j'arrête de spoiler, revenons-en à mon truc. Alors, donc, pour le moment, il n'y a pas de formule, je vais essayer de vous faire réfléchir, de faire raisonner, puis on va la trouver comme par magie. En tout cas, j'espère. On va considérer n fractions. Bah, les fractions, 1 sur n, 2 sur n, 3 sur n, 4 sur n, 5 sur n, 6 sur n, 7 sur n, ainsi jusqu'à n sur n. Il y a n fractions comme ça. On va dire, bon, ok, super. Et je me dis, bah, maintenant, ces fractions, elles ne sont pas irréductibles. Elles ne sont pas toutes irréductibles. En tout cas, vous voyez, par exemple, n sur n, ça fait 1. Si n est pair, 2 sur n, ça fait 1 sur n sur 2. Vous voyez, ça simplifie. Et puis, si n est multiple de 3, ça simplifie. Enfin, bon. Alors, si n est premier, il n'y en a pas beaucoup qui se simplifient. On est d'accord. Mais sinon, il y en a quand même pas mal qui vont se simplifier. Et la première chose que je veux, voilà, donc on les écrit sous forme de fractions irréductibles. Donc vous imaginez cette somme de fractions où je les simplifie au maximum, et hop, on obtient une liste de fractions comme ça. Et je voudrais regarder les dénominateurs que j'obtiens. Alors première remarque, tous les dénominateurs que j'obtiens, c'est en fait la liste des dénominateurs, des diviseurs positifs de n. Ok, je vais expliquer, tous les diviseurs arrivent. Par exemple, n sur n, c'est 1 sur 1, donc il y a 1 qui arrive. Okay, bon. Mais je vais vous expliquer ça, vous allez voir, c'est tout bête. Hein. Comment j'obtiens un dénominateur d'une des fractions? Ben, en fait, ça veut dire qu'on va simplifier n par le PGCD qu'il y a entre n et le nombre qui est en haut. Vous voyez, si k sur n, comment ça se simplifie? Ben, je prends le PGCD de k et n, je divise k et n par le PGCD de k et n, et j'obtiens une fraction irréductible. D'accord? Donc, un dénominateur, c'est toujours obtenu en divisant n par quelque chose. Donc c'est toujours un diviseur de n, déjà, ça c'est clair. Mais pourquoi est-ce que j'ai tous les diviseurs de n? Bah, en fait, c'est pas très dur, parce que si je prends un diviseur de n n'importe comment, donc j'ai n, il s'écrit k fois d, avec un certain k dans n, et ben du coup, quand je prends la fraction k sur n, qui est là quelque part, hein, puisque k est plus petit que n, est positif, et ben k sur n, quand je simplifie, regardez, ça simplifie par k, hein, puisque ça fait k sur kd, ça simplifie par k, ça fait 1 sur d. Donc il y a la fraction 1 sur d, là, pour tous les diviseurs de n. Voilà. Il y a 1 sur 1, ok, elle est là. Il y a un demi quelque part, bah, quand je suis à n sur 2 divisé par n, quand je suis à la moitié de n, alors, si n est pair, hein, il y a 2. Si n est impair, 2 n'est pas un diviseur de n. Mais si n est pair, il y a 2. Si n est un multiple de 3, quelque part, il y a 3, parce qu'il y a un tiers, en fait. Hein. Ainsi de suite, vous voyez, donc tous les diviseurs de n apparaissent dans la liste. Bon, d'ailleurs, super. Et qu'est-ce que ça peut me faire? Eh ben, maintenant, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est combien de fois il y a d. Donc je prends un diviseur d, il apparaît dans la liste, hein, mais en fait, il apparaît exactement phi de d fois. Le nombre phi de d, la fonction indicatrice de l'air appliquée à d fois. Alors vous allez comprendre ça tout de suite. Pourquoi? Donc imaginons que, toujours pareil, que n c'est égal à d fois k, où k est un entier. Donc ok, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les nombres où qu'il va y avoir dans d comme dénominateur? Bon, bah déjà, dans ma liste là, vu que k est plus petit que n, il y a k, il y a 2k, il y a ainsi de suite. Donc là, j'ai un petit problème d'affichage, mais c'est pas grave. Il y a d-1k, il y a dk sur n. Parce que dk, c'est n, hein, c'est terminaire. Oui. Donc là, ça, c'est d fois k. Je compte. Il y a k, 2k, 3k, 4k, 5k. Je m'arrête à dk. Je prends juste ces fractions-là. Les autres, il ne peut pas y avoir le diviseur ne peut pas être d. Hein, d'accord? Ok. Donc, en tout cas, la liste, elle contient ces fractions-là. On va juste aller tranquillement. Donc, autrement dit, quand je simplifie, vu que n, c'est dk, ici k sur dk, ça fait 1 sur d, 2k sur dk, ça fait 2 sur d, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça fait, il y a 1 sur d, 2 sur d, 3 sur d, 4 sur d, d sur d. Il ne peut pas y avoir d'autres
diviseurs, toutes ces fractions sont entre 0 et 1. Il ne peut pas y avoir d'autres diviseurs avec un dénominateur D que dans cette liste-là. Puisque voilà, les dénominateurs positifs avec D qui sont entre 0 et 1, il y a toutes les fractions qui est là. Donc là, j'obtiens bien toutes les fractions possibles avec un dénominateur D ici qui est là. D'accord? Mais on peut dire, bah, du coup, il y en a D. Alors non, parce qu'il y en a qui simplifient encore. Ce n'est pas irréductible. 1 sur D, ok, elle reste à la fin. Mais si jamais D était pair, 2 sur D, ça va simplifier. Donc quelles sont parmi toutes ces fractions celles qui vont garder le dénominateur D? Eh ben, c'est quand ça ne simplifie pas plus. Et à quelles conditions ça ne se simplifie pas plus? Quand le numérateur qui est au-dessus est premier avec D. Et donc combien il y a de nombres là parmi 1, 2, 3 jusqu'à D qui sont premiers avec D? Eh bien pile, quoi? Il y en a phi de D. Donc ces fractions-là, elles sont irréductibles lorsque le numérateur il est premier avec D, et donc il y en a phi de D. Et les autres, ça se simplifie, et à la fin, ça fera un autre dénominateur. J'espère que vous comprenez, parce que du coup, c'est voilà, parce que c'est quand même pas très simple. Mais, donc dans toutes les fractions, là, si n est un certain multiple de D, n égale 8D par exemple, du coup, il y aura D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D. On divise par D en haut et en bas, enfin, on divise par, je veux dire, par le nombre plutôt qui va bien. Donc je remplace, hein. Et puisque n c'est 8D, il y aura D sur, enfin voilà, donc D sur 8D, bon je m'exprime mal, donc vous comprenez ce que je veux dire. Je le refais, je ne veux pas vous embrouiller. Si n c'est 8 fois un nombre D, par exemple, alors il y aura 8 sur 8D quelque part, 16 sur 8D, et ainsi de suite, 8D sur 8D. D'accord? C'est ce que j'ai dit là. Et donc ça va se simplifier, il y aura 1 sur D, 2 sur D, 3 sur D, jusqu'à la fin D sur D. Ok? Mais toutes ces fractions-là ne vont pas avoir un dénominateur égal à D à la fin. Il y en a qui vont se simplifier. Et comment je fais pour voir combien il y en a qui ne vont pas se simplifier? Eh bien, vu qu'il y a tous les nombres entre 1 et D, c'est exactement le nombre de numérateurs là, entre 1 et D qui sont premiers avec D, celles qui ne vont pas se simplifier. Et donc il y en a exactement phi de D dans celles-là qui vont avoir un dénominateur égal à D. Et comme il n'y en a pas d'autres ailleurs qui avaient un dénominateur égal à D, hein, et bien du coup, dans ma liste finale, il y a exactement phi de D fractions qui ont un dénominateur égal à D. Ok? Et donc, là maintenant, c'est de la magie, parce que toutes ces fractions-là, il y en a n en tout, et quand on les simplifie, bah, il va se trouver toujours un dénominateur qui va être un diviseur de n, ils vont tous apparaître, et ils vont tous apparaître phi de D fois. Et donc, si je fais la somme des phi de D qui se divisent par D, et je fais cette somme-là pour tous les diviseurs de n, donc par exemple, bah, voilà, pour n, il y en a une, 1 sur n, voilà, donc, ok. Donc voilà, si d égale n, qui divise n, ok. Alors il y en a phi de n en l'occurrence, hein, il y aura 1, il y aura tous ceux qui sont premiers avec n, vous voyez, ça c'est simple par exemple. Pour d égale n, un diviseur de n, combien il y en a de fractions, il reste n à la fin, ou ça ne simplifie pas du tout, il y en a phi de n, ceux où les numérateurs sont premiers avec n. Ok. Et puis pareil, pour tous les autres diviseurs de n, il y en a phi de d, des fractions, qui se terminent par d. Et donc, comme tous les diviseurs arrivent, et qu'à chaque fois il y en a phi de d, et ben la somme de phi de d pour tous les diviseurs d de n est égale à n. Voilà une formule qui est vraiment pas simple à prouver, à comprendre, à visualiser. J'espère que je vous ai aidé avec cette histoire de fractions, et qui est utile en arithmétique. Donc voilà, donc celle-là, elle n'est vraiment pas à savoir par cœur. Hein. Si jamais un jour j'utiliserai, j'y ferai référence. Mais c'est une sympathique formule. Voilà, voilà. Et bien alors, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je dis infiniment merci à tous les tipeurs qui sont là. Il y en a de plus en plus, vous voyez, c'est génial. Je suis obligé de m'écarter un petit peu pour leur faire de la place. Donc franchement, merci, vous êtes hyper sympa. Ça me touche, ça me fait vraiment plaisir que des gens soient prêts à m'aider à faire ces vidéos. Donc vraiment, c'est super. Et donc voilà, encore mille fois merci, bravo à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cette vidéo, parce que c'était pas toujours ça simple. Je vois que vous aimez les maths, et ça aussi ça me fait plaisir. Et donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.